Donc on va passer à la dernière intervention, donc Pierre Croisy qui va nous parler de l'intérêt de l'IRM. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de me restreindre au sujet des zones grises, compte tenu des contraintes de temps, et illustrer mon propos par plusieurs cas cliniques. Le premier, c'est le cas de cette patiente d'âge, je dirais, intermédiaire, sportive. Elle est plus jeune que moi, je vous rassure. Sportive, beaucoup de vélo, ultra trail, des grosses épreuves, et chez qui on décrit des troubles de la reproduction sur plusieurs dérivations, asymptomatiques, mais quand même des palpitations, des extrasystoles lors d'efforts intenses. Ce qui nous amène à la voir, et je soumets à votre sagacité, je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps pour vous expliquer ce que l'on fait. Alors, en termes de protocole, ça c'est le résumé de la partie ciné, imagerie fonctionnelle, je dirais aussi bien qualitative que quantitative, puisqu'à partir de là, en approche multicoupe, on va bien sûr couper le VG et le VD de la base à l'apex. Lorsque l'on a des doutes sur le ventricule droit, on a pour habitude d'explorer aussi en multicoupe le cœur en cas de cavité pour avoir une approche volumétrique plus précise, notamment parce que le plan valvulaire tricuspide est difficile à voir en petit axe, comme vous le savez. Donc à partir de là, on va effectivement appliquer des outils qui le plus souvent sont pas totalement automatiques. Il y a toujours un travail d'adaptation par la personne qui fait ce travail de contourage, qui est le plus souvent moi, et dans mon cas. Et donc à la fin, on va effectivement produire une évaluation fonctionnelle pour le ventricule gauche d'abord et puis pour le ventricule droit, dans un cas comme celui-là. Avec, vous voyez ici, un ventricule gauche qui a une fonction qui est conservée, tout comme les volumes. Excusez-moi, il y a une coquille au niveau du volume télésystolique indexé. Hein. Les valeurs, j'ai pour habitude de les donner en valeur indexée. Et donc, finalement, un bon ventricule gauche, ce qui n'est probablement pas nécessairement le cas pour le ventricule droit. Donc, on s'intéresse un petit peu plus au niveau du ventricule droit. Vous voyez qu'on a un ventricule droit avec une fraction d'éjection qui est sévèrement abaissée à 23%, un volume qui est augmenté, mais on verra, effectivement, ça a été déjà bien discuté précédemment. Et surtout, je dirais, en dehors de un ratio qui visuellement, je crois, saute aux yeux, donc une dilatation relative du ventricule droit, on a des anomalies que l'on connaît bien, je dirais, chez le sédentaire, de bulging, de micro-anévrisme de la paroi du ventricule droit, voire même une akinésie segmentaire, des troubles de la relaxation. Je dirais que là, on est dans un cas assez peu discutable. Et pour finir, une imagerie après injection de gadolinium. Là, je vous montre des choses qui sont très classiques. Je finirai sur des perspectives, parce que c'est un petit peu ce qui m'était demandé. Mais vous voyez ici, dans ce cas, alors le ventricule droit, on ne le voit quasiment pas. Il est probablement rehaussé. Il faut bien savoir qu'on me pose souvent la question de savoir de la quantification ou l'imagerie du ventricule droit post-gado. C'est souvent difficile. Le ventricule droit est très fin. Alors c'est valable en qualitatif, c'est encore pire en quantitatif. Néanmoins, je crois qu'ici, on a l'impression qu'il a disparu. Il apparaît en hypersignal, il est rehaussé. Et donc, on a une franche suspicion de rehaussement au niveau du ventricule droit. Alors, dans un cas comme celui-là, la plupart de mes collègues et moi-même, je raisonne avec des critères qui sont des critères, je dirais, habituels du sédentaire, qu'on appelle les critères de Marcus, qui ont essayé et vous savez qu'à une époque, on a fait énormément de diagnostics par excès de dysplasie arythmogène. Et souvent, les gens qui commencent l'IRM, finalement, ce qui leur tombe dans les pieds, c'est des patients qui sont des patients avec suspicion de dysplasie, qui sont probablement les cas les plus difficiles à diagnostiquer.
Ces recommandations qui datent de 2010 font, je crois, foi pour, enfin en tout cas sont la référence dans notre communauté pour cette dysplasie. Repose que finalement sur deux critères, un critère local et un critère global de volumétrique ou de fonction VD. Donc il y a des critères majeurs, mineurs, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ces critères-là sont donc finalement, on voit que dans les critères de Marcus, de la task force, il n'y a pas le rehaussement tardif au niveau du ventricule droit, parce que souvent c'est une imagerie qui est difficile et probablement à l'origine de beaucoup d'erreurs. Et donc, si je reviens à ma patiente, donc j'ai en tête ce raisonnement, mais aussi, je ne vais pas m'étendre dessus, on a discuté cette fatigue, cette adaptation, ce remodelage ventriculaire droit adaptatif, ou en tout cas, enfin, une discussion qui on peut en discuter pendant des heures. Néanmoins, il existe effectivement une adaptation volumétrique du ventricule gauche et du ventricule droit. Si je prends, alors j'ai pris un homme, mais en l'occurrence c'était une femme, mais on voit effectivement, et souvent on manque, et les correspondants ou en tout cas les personnes qui font de l'IRM n'adaptent pas nécessairement leur valeur normale au profil physiologique du sujet, et en l'occurrence, vous voyez bien en fonction de la charge d'entraînement, eh bien, le volume, le 95e percentile n'est pas du tout le même chez quelqu'un qui fait moins de 3 heures de sport que bien évidemment quelqu'un qui fait plus de 18 heures de sport par semaine. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans la salle, mais je dirais ça augmente de façon significative. Donc il faut garder ça en tête. Et je crois qu'il y a un travail qui est intéressant, qui lui aussi peut être sujet à discussion, c'est le travail, je vous rappelle que cette patiente avait des ondes T négatives, et ce travail sur les zones grises chez les athlètes qui peuvent avoir ou pas des ondes T négatives, comparativement à une population de véritables dysplasies rythmogènes avérées. Et dans ce travail de Zaidi, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on considère les athlètes, eh bien, on n'est pas capable de les différencier à partir des volumes et de la fraction d'éjection, et que finalement les critères sont différents quand on est devant un patient qui est un patient sportif, athlète a fortiori, et que les critères vont être différents. Donc je dirais, certains de nos critères ne sont plus les bons critères de Marcus, en quelque sorte. Le message que souvent j'assène à mes collaborateurs, c'est celui qu'il faut les changer quand on est véritablement chez un sportif, et que la taille du ventricule droit n'est pas un élément discriminant. Par contre, on va bien sûr se focaliser, on va faire des critères de Marcus modifiés avec une approche cette fois-ci sur la partie VD. Les anomalies de la fonction segmentaire restent bien sûr toujours bonnes, et puis le rehaussement semble être dans ce contexte, et le cas que je vous ai présenté en est une illustration qui ne vaut pas règle pour autant, mais effectivement le rehaussement peut être un élément discriminant. Il s'agit toujours de diagnostics difficiles, et je voulais, pour finir, être un tout petit peu plus exhaustif, vous présenter ce travail de l'équipe de nos collègues de Rennes, qui a montré un travail intéressant sur le rôle, puisque c'est quand même la question qui m'était posée, quel est le rôle de l'IRM? Eh bien, le rôle de l'IRM, notamment chez une patiente qui a des ondes T négatives, et bien sûr un rôle de deuxième ligne, avec, sans rentrer dans les détails de ce papier qui sera peut-être discuté, présenté cet après-midi, eh bien, une valeur, je dirais, de deuxième ligne, où finalement on augmente on affine les mailles de notre système de screening pour effectivement avoir une valeur, je dirais, rechercher des cardiopathies qui n'auraient pas été forcément trouvées par le CG de repos et une échographie faite précédemment. Et notamment, un des grands diagnostics qui n'est pas dans la zone grise, le plus souvent, c'est ces myocardites qui sont très facilement analysables, et que l'on trouve et que l'on est capable de diagnostiquer en IRM avec une grande fiabilité. J'en finis pour cette fois-ci me concentrer sur le deuxième aspect, qui était cet aspect CMH. J'ai essayé de me faire le pendant de mes collègues qui m'ont précédé,
et vous discutez le cas de cet adolescent de 16 ans qui est au centre de formation de la SSE. Alors même s'ils sont un petit peu moins bons en ce moment, ça reste quand même un centre de formation avec un flux de sportifs important, qui fait beaucoup de sport, qui est asymptomatique. Néanmoins, il y a un certain nombre d'anomalies qui sont spécifiques avec à l'écho une HVG, et donc il m'a demandé un bilan complémentaire au niveau de cette CMH, parce que c'est toujours la difficulté, est-ce qu'on le laisse dans sa formation, ou est-ce qu'on va lui dire de repartir sur les bancs de l'école. Alors voilà, une CMH comme on en voit très régulièrement. Vous voyez un jeune avec une CMH qui est très importante. Là, clairement, on est à des valeurs, je ne les ai malheureusement pas notées, mais on est bien au-dessus de la zone grise, avec a fortiori un gradient intra-VG. Vous voyez cette petite accélération dans le VG. Je vais cliquer à côté. Vous voyez, ce qui est assez rare, je vais revenir en arrière. Vous pouvez peut-être éventuellement... Clic droit. Voilà. Non. Voilà. Oui, d'accord. Ce que je voulais souligner, c'était la masse qui ici est élevée parce qu'elle est finalement assez concentrique et assez étendue. Ce qui est assez, de mon expérience, on a rarement des masses VG véritablement augmentées. Même dans des CMH, je dirais, on a des critères avec une zone à 95e percentile qui est assez élevée, qui ne nous permet pas nécessairement de trier les choses, les patients, en fonction de ce chiffre de masse VG. Donc ce patient, on l'a exploré, oui, avec une séquence de perfusion, parce qu'on injecte du gadolinium, on fait toujours une perfusion repos, là en l'occurrence. Néanmoins, j'attire à votre regard sur cette image au niveau de la zone apicale, où on a l'impression de voir un petit retard perfusionnel sous-endocardique au repos. Et lorsque l'on regarde les séquences de rétention tardive, on a l'impression d'un rehaussement assez diffus, pas très bien caractérisé. Donc l'attitude, bien évidemment, elle est celle de l'arrêt de l'activité sportive et un contrôle, pour lui en tout cas donner une chance, même si on n'a pas forcément beaucoup de doutes quant à l'issue de cette épreuve d'arrêt, l'épreuve fonctionnelle de l'arrêt de toute activité sportive pendant plusieurs mois. Ça, c'est le contrôle réalisé plusieurs mois après. Je crois que c'est effectivement 5 mois après le premier examen, qui retrouve exactement la même chose. Cette fois-ci, on essaye de compléter l'impression que l'on avait en faisant une épreuve pharmacologique avec vasodilatateur, et on retrouve, vous avez ici en haut 3 coupes base mi-apex avec l'acquisition telle qu'elle sort de la machine, et après un recalage élastique qui est fait automatiquement par la machine, mais on a pour habitude de toujours regarder les images natives. Donc vous voyez qu'il y en a effectivement ce gradient, ce remplissage centripète qui est assez caractéristique des microangiopathies, quelles qu'elles soient, et notamment dans le cadre des cardiomyopathies hypertrophiques, avec, vous voyez, cette hypoperfusion qui, sur cette image résumée de la pente qui est semi-quantitative, nous permet de voir qu'il y a une hypoperfusion marquée sous-endocardique circonférentielle au niveau de l'apex. L'imagerie de la fibrose, effectivement qualitative, hein, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui existent, mais vous voyez qu'on a cet aspect très suspect au niveau de l'apex qui est valable dans quelle que soit l'orientation et quelle que soit la technique. Et donc, clairement, ce patient, eh bien, peut-être sa carrière fantastique s'est arrêtée là, puisque finalement, c'est effectivement une HVG avec tout un tas de caractéristiques qui sont extrêmement suspectes. Alors, cette problématique du diagnostic différentiel a été bien sûr très bien couverte précédemment, donc je ne vais pas revenir. On a toujours bien sûr cette zone grise avec ces critères qui ont été balayés précisément un à un par mes prédécesseurs. Donc une chose qui est souvent relativement peu utilisée et que j'essaye d'intégrer dans le raisonnement, et notamment lorsqu'il s'agit d'adolescents, de jeunes adolescents, c'est un raisonnement que l'on a, en tout cas non pas raisonné en valeur absolue, mais en rapporter la valeur
à la surface corporelle, ce qui n'est pas nécessairement fait régulièrement. En tout cas, donne des indicateurs, un indicateur plus précis chez les enfants ou les jeunes adolescents. Donc, voici, c'était un premier exemple de CMA. Je voulais illustrer ce propos par un deuxième cas récent, qui d'ailleurs date de quelques semaines. C'est d'un monsieur d'origine africaine, de jeune, sportif, avec finalement une dyspnée des formes, mal dans une activité sportive que j'ai plus effectivement la volumétrie en tête, mais c'était une volumétrie, je dirais, de l'ordre de 4-5 heures par semaine, avec la course à pied, de la natation, mais une dyspnée des forces qui est assez inhabituelle. Donc, ce patient vient pour une visite d'aptitude et le diagnostic de ces dyspnées d'effort. Il y a des anomalies électriques multiples. À l'écho, pas de VG, mais une non-compaction inféro-apicale et une épreuve d'effort, ce qui est assez bizarre, sous-maximale, avec simplement 69% de la fréquence maximale théorique. Donc ici, on a ici l'imagerie ciné avec, comme vous le voyez, une hypertrophie au niveau de la région antéro-septale, basale et médiane, à 18 mm en diastole, avec, pour les autres paramètres, des choses parfaitement normales. L'aspect non-compaction est souvent, c'est aussi une de ces zones grises qui n'est pas tout à fait on n'a pas tout à fait le temps de discuter, mais la non-compaction est un véritable problème. On raisonne maintenant en volumétrie plus qu'en index localisé pour essayer d'être plus spécifique. C'est effectivement le cas. On a une petite hypertrabéculation, mais que je n'aurais pas retenu moi sur l'IRM. Le rehaussement tardif, alors on a l'impression, effectivement, qualitativement, qu'il y a des petites zones au niveau de la région hypertrophique ici, mais c'est toujours assez potentiellement discutable, même si on a un aspect un petit peu ponctué, patchy de cette région. Et alors là, je vais passer un tout petit peu de secondes peut-être pour vous faire passer un message qui finalement est une des nouveautés que l'on a maintenant depuis quelques années, qui est cette imagerie non plus qualitative de post-gadolinium, mais qui est une imagerie d'un nouvel index, qui est la quantification du volume extracellulaire, que l'on est capable d'explorer à partir de plusieurs données que je listais ici. Il faut une imagerie, enfin on appelle ça une imagerie de quantification paramétrique T1. On mesure le temps de relaxation T1 sur les images, comme c'est fait dans d'autres organes, mais ça a été plus lent pour le cœur, parce que le cœur il bouge, comme vous le savez. Donc on a maintenant la capacité d'obtenir des images de très bonne qualité qui sont des mesures de la valeur du temps de relaxation T1, donc c'est quelque chose de vraiment véritablement quantitatif. Avant, après injection de gadolinium, à un moment où on était dans un équilibre au niveau des échanges compartimentaux, et on a besoin aussi de l'hématocrite, tout ça pour rentrer dans une formule de calcul qui en apparence est compliquée, mais qui va nous permettre d'explorer et de quantifier la taille du volume de distribution du produit de gadolinium qu'on est capable de mesurer au niveau du pixel. Et donc on a un index intéressant qui est intéressant en particulier aussi parce qu'il est en quelque sorte il est le même quel que soit le champ magnétique où on explore votre patient, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on considère uniquement le T1 pour ceux qui sont un tout petit peu, je dirais, au fait de cette technologie. Et donc, il va nous permettre d'avoir une mesure d'un des compartiments au niveau tissulaire musculaire. Et chez ce patient, si maintenant je reviens à ma suspicion que j'avais et qui est souvent élément que vous n'avez pas forcément en tête, mais qui est toujours sujette à caution, le rehaussement tardif, est très impacté aussi par l'équipe qui est derrière, le patient qui n'est pas forcément très facile à imager, et on peut être ennuyé par effectivement une imagerie qui peut être
très belle dans beaucoup de cas, et parfois difficile, soit parce que les gens ont mal techniqué l'examen, soit parce qu'il y a effectivement des problèmes, je dirais, non résolvables et qui sont assez subjectifs. L'intérêt de ces technologies, c'est que c'est des technologies où finalement on va avoir des mesures, je dirais, bien sûr, elles aussi, qui sont potentiellement sujettes à artefacts, mais lorsqu'on a des images de qualité correcte, un chiffre est un chiffre, et ces mesures nous permettent d'avoir un élément supplémentaire de raisonnement. Et ici, on a donc une mesure de ce compartiment secteur par secteur. J'ai volontairement montré cette zone de la zone seuil de 30% qui est considérée un petit peu comme la zone où ça bascule. Et donc, on a finalement chez ce sujet, surtout au niveau d'ailleurs de la coupe médiane, une ébauche de fibrose interstitielle qui n'était pas nécessairement celle que l'on voyait sur le rehaussement tardif, mais qui, en tout état de cause, permet d'évoquer une fibrose interstitielle. Alors, ce sujet est un vrai sujet, et j'en ai fini dans quelques secondes, un vrai sujet puisque beaucoup de littérature, je dirais, grandissante s'intéresse à ce sujet, en particulier chez le sportif. Je cite ce papier qui est simplement une lettre, mais qui, vous voyez, date de l'année dernière, qui permettrait, ou les auteurs en tout cas évoquent la possibilité d'utiliser cet index comme étant un index discriminant ou pour différencier une hypertrophie d'une adaptation, eh bien une hypertrophie je dirais pathologique aurait une augmentation de ce volume extracellulaire, alors que chez l'athlète de manière adaptative, en réalité, on aurait une diminution parce qu'on a essentiellement une augmentation relative de l'hypertrophie cellulaire et au détriment du compartiment extracellulaire. Ça rejoint un autre papier qui date de l'année dernière dans Circulation Imaging, qui, je dirais, regarde cette même dimension, ce nouvel index, qui propose d'ailleurs même un calcul de masse cellulaire indexée, myocardique, et de masse extracellulaire, donc deux ratios. Je vous avoue, c'est un peu, il y a un petit peu un travail intellectuel, c'est pas encore entré dans les raisonnements cliniques, mais qui montrent chez les sujets sportifs, en stratifiant les sportifs en fonction de leur entraînement et leur capacité, leur VO2 max, comparativement à des sujets non entraînés. Bien sûr qu'on a une augmentation des volumes et de la masse, mais alors que l'on n'a pas de modification, une stabilité dans ces différents groupes du volume extracellulaire, donc qui reste constant, on a une augmentation de ce compartiment musculaire, une hypertrophie musculaire qui serait un index. Et vous voyez ici la comparaison de deux sujets avec une diminution relative liée à je dirais finalement simplement l'hypertrophie myocytaire, qui pourrait donc être un élément de raisonnement et d'affinage de ces critères. Et peut-être, puisqu'il semble que c'est lié au niveau d'entraînement, qui pourrait être un critère d'efficacité du sportif au niveau tissulaire macroscopique. Voilà, j'en ai fini. Je voulais simplement vous donner cet éclairage parce que je crois que c'est un élément qui est important et qui permet d'enrichir un petit peu nos méthodes, et je suis là pour répondre aux éventuelles questions. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, pour lancer le débat, oui, il y en a une. Des micro-anévrismes chez les patients non porteurs de DVA. Alors, des micro-anévrismes. Alors, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-anévrisme? Et il faut effectivement être attentif à. Alors, le vrai micro-anévrisme généralement a des caractéristiques très très marquées, mais on peut avoir des sortes d'irrégularités pariétales qui sont souvent plus des relaxations précoces que de véritables dilatations à proximité des bandes, de l'insertion des piliers ou des bandes intra-VD. Donc généralement, on a plutôt tendance à ne pas prendre en considération, bien sûr, c'est un ensemble de choses, mais lorsqu'on est à proximité de l'insertion d'une bandelette ou d'un pilier musculaire,
on est assez précautionneux pour ne pas faire de diagnostic par excès, parce qu'on retrouve ce genre d'aspects, même chez les sujets qui sont pour une raison totalement différente dans l'IRM. Donc effectivement, vous avez raison, c'est pas un diagnostic qui est forcément évident. Pardon, oui, bien sûr. Ah, à l'apex, en théorie, si c'est vraiment une bulle, je dirais il n'y a pas de lésion anévrismale apicale spontanée. On peut se retrouver devant des irrégularités, mais enfin, moi, à ma connaissance, j'en ai jamais eu véritablement, et j'aurais en tout cas un doute, mais spontanément, isolément, s'il n'y a pas de dilatation, ou tout dépend bien sûr si c'est un sportif ou pas un sportif, mais effectivement, isolément, ça n'est pas un critère. Les critères de Marcus sont extrêmement rigides, et je pense non pas par excès. Il faut avoir à la fois des anomalies segmentaires et une anomalie globale, qu'elle soit volumétrique ou de fraction d'éjection. Bien sûr, chez le sportif, j'ai discuté de cet aspect spécifiquement. Deuxième question. Sinon, moi j'en ai une. On a vu que les critères morphologiques finalement de la dysplasie, aussi bien en écho qu'en IRM, étaient loin d'être simples pour porter le diagnostic. À une époque, jusqu'à récemment, l'équipe de Bichat avec Dominique Leculudec, mais en imagerie nucléaire, parlait de l'analyse de phase, en gros de l'asynchronisme du ventricule droit, qui était un élément assez prédictif de la dysplasie. Est-ce qu'en IRM, on a des informations sur ce... Non plus sur la morphologie, mais sur la cinétique VD, oui. Finalement. Bien. Alors, il y a des aspects sur lesquels dont je n'ai pas discuté parce que c'est un problème de temps. Vous avez peut-être, ce à quoi vous faites allusion, c'est pas uniquement une analyse visuelle, mais ce sont des analyses qui sont ce qu'on appelle du feature tracking, qui est du speckle tracking d'IRM, pour faire court. Hein. C'est une sorte d'évolution. Alors il y a différentes approches pour quantifier le mouvement en IRM. C'est un sujet qui m'est cher. On peut bien sûr utiliser le tagging, qui est une méthode qui tatoue le tissu, mais qui sont des acquisitions supplémentaires. On peut utiliser, et ça c'est son grand intérêt, donc ce feature tracking, qui finalement va traquer grosso modo, pour faire court, c'est la même chose que ce qui se passe en écho, et on va être capable d'extraire un mouvement quantitatif et du strain longitudinal, circonférentiel, radial. Et ça, c'est un élément important, mais dont on n'a pas des critères aujourd'hui. Je n'ai pas une valeur seuil discriminante capable de faire ce diagnostic. On l'a affiné. Merci. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va ne pas accumuler le retard. On est dans le timing. Merci pour les orateurs. Merci pour votre participation.